emprisonnements arbitraires sont une de leurs spécialités. Pour ceux qui ont le malheur d'élever une voix discordante, c'est quasi l'issue assurée quand ce n'est pas la mort, ou alors il faut fuir le pays. Des prisonniers politiques et d'opinion, il y en a tellement qu'il est impossible de les citer de manière exhaustive. Nous avons une pensée particulière pour les prisonniers du 14 octobre, donc ceux qui ont été arrêtés l'année passée, pour avoir lu un livre qui parlait de lutte contre la dictature de manière non violente. Ce qui a d'ailleurs révélé finalement que c'était une dictature qui était en place au Rwanda. Mais évidemment, ça n'a pas plu au régime en place, évidemment. Mais nous ne pouvons nous empêcher d'en citer quelques autres, vraiment de manière rapide. On pourrait parler de Deo Mushahidi, du docteur Théoneste Niyitegeka, de Boniface Twagirimana, qui d'ailleurs lui a disparu étant en prison, qui est une autre spécialité, de Karasila Aimable, des journalistes Dieudonné Nyonsenga Chuma Hassan et Théoneste Nsengimana, du docteur Kayumba et bien d'autres que je ne saurais citer. Ce soir, bien sûr, c'est une soirée qui est toujours spéciale pour notre parti FDU Iningi, puisque nous avons quand même perdu une vingtaine de nos leaders au Rwanda, assassinés, et nous en avons encore plus qui sont emprisonnés aujourd'hui pour leur combat politique. Mais pourquoi ces gens sont morts? Je voudrais prendre 2-3 minutes pour parler de notre vision. Pourquoi est-ce qu'ils se sont investis jusqu'à ce qu'ils sacrifient leur vie? Voilà. FDU Iningi a pris comme objectif d'instaurer la paix, la démocratie au Rwanda. Et cela a séduit un certain nombre de jeunes qui étaient au Rwanda et ils ont rejoint le parti, dont Boniface Twagirimana, dont vient de citer Camille. Mais je vais quand même commencer par une jeune dame qui était militante tout simplement, mais une militante qui aidait beaucoup les équipes qui étaient au pays au Rwanda. Il s'agit d'Iradiena Illuminée. Elle a été torturée et elle est morte pendant les tortures à Kigali. Cette dame ne faisait rien de plus que juste porter un message qui est un message de paix, un message de réconciliation, d'unité nationale. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune justice. Il n'y a pas eu d'enquête. Elle est morte dans des geôles du pouvoir, mais il n'y a pas eu d'enquête. Ensuite, il y a un jeune, Anselme Mutsulimana, je me devais quand même de parler de lui, qui à 24 ans a rejoint le parti. Et à ses 24 ans, il a été emprisonné pendant 6 ans. Et après les 6 années, il a été libéré pour être tué 8 mois plus tard. Donc il est mort à 30 ans, assassiné par les policiers rwandais. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de justice. Donc ici, je me tiens devant vous en étant très humblement représentant de toutes ces martyrs de la démocratie au Rwanda. Et je voudrais partager avec vous ce témoignage qui est en fait une historique, un suivi de gens qui se sont sacrifiés pour que les Rwandais vivent en paix, en réconciliation, en unité nationale. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui pour garder quand même la mémoire, puisque nous avons quand même tous ce devoir de continuer leur combat. Leur combat n'a fait que naître en fait avec leur mort, parce que ceux qui les ont tués n'ont pas tué ce combat-là, n'ont pas tué leurs objectifs, au contraire, ils les ont renforcés, parce qu'aujourd'hui nous pouvons en parler en disant il y a des gens qui sont morts pour ces objectifs-là, pour ces causes-là. I visited Rwanda in 2014 for the first time, in the 20th anniversary of the genocide. I didn't know anything about Rwanda, only the few things I had read about, Wikipedia or news or Hotel Rwanda, the movie, Hollywood, all those things. So I had a clear idea of what happened, of what I thought it happened, because the Tutsis are contrary narrative, and I was a victim of that also. So I just started seeing very strange things, talking to people, seeing that there was no freedom in Rwanda, and from there
I decided to come to Brussels to start talking to the other side and start investigating a little bit more about what was really happening, and that's where it started. All started. Then I joined the project in 2018 when John told me about this project, and we came here together to interview people in Brussels. And then is when we decided to go to Rwanda. At the beginning, John had already make some short projects telling about the extra official version. So they told me, okay, I think that I won't go to Rwanda because they can kill me. So it's better to go and they kill you. Yeah, exactly. So I went to Rwanda, and then I right there we make also interviews. We met Victoire Ingabire and other people from opposition. And then we know a little bit about the reality of the country. And then as we went together, we went to go to Congo and to follow the trace of the tracks of the Rwanda refugees that were there after the genocide. And this project was finished in 2019. Yeah. I guess the first projection was here in Basel. And since that we are always working in the university, always thinking, always trapped for Rwandan histories, and we always keep working in spite of the distance. Now we live in different countries. But we were very grateful of the community, the Rwandan community, because they open a new universe for us, looking for the truth. And finally, as journalists, so our target is always to look for the truth, no? And when you see stories of Rwanda where the truth was cancelled, where there was only one official version, that it was completely wrong with the real story. So I think that we have to tell about that. Nous réfléchissons aussi sur les cas des prisonniers politiques et d'opinion. Dans la soirée du 13 et dans la matinée du 14 octobre 2021, la police et les agents de Rwanda Investigation Bureau, RIB en sigle, ont arrêté 8 membres de mon parti politique pour le fait d'avoir lu un livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes ». Il venait juste de suivre sur Internet un débat sur le contenu de ce livre. Le journaliste Théoneste Sengimana, qui fut arrêté en même temps qu'eux, avait préparé un débat sur sa chaîne YouTube Mobavu sur le thème de la situation politique et des prisonniers politiques et d'opinion rwandais, car justement, on a célébré la journée Ingabire Day. Depuis lors, ils croupissent dans la prison de Nyarugenge sans jugement. En plus des membres de mon parti politique, il y a les opposants d'autres partis politiques en prison. Je ne reviendrai pas sur plusieurs prisonniers politiques et d'opinion, car vous les connaissez tous. Il y a ceux qui sont déjà en prison plus de 10 ans, comme Dr Théoneste Niyitegeka et Deom Shaidi. Il y a ceux qui ont tenté de former un parti politique, comme Dr Kayumba, qui vient de passer plus d'1 année en prison sans jugement. Les journalistes indépendants ou les youtubeurs n'ont pas la tâche facile non plus. Certains d'entre eux sont aujourd'hui en prison, comme Choma Hassani et Karasira Aimable, et j'en passe. Entre octobre 2018 et septembre 2019, 2 membres de mon ancien parti politique FDI Inkingi ont disparu et 2 autres ont été assassinés. Depuis juin 2020, mon proche assistant est porté disparu. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion rwandais, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le fait couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines et des milliers de réfugiés. Depuis lors,
Le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense des droits humains et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants en RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Aucun jour qui passe sans qu'on entende parler des cas de viol en RDC, surtout dans la partie de l'Est de ce pays. Tout le monde parle de ces crimes, mais aucune institution internationale, aucun de ces pays qui se déclarent champions des droits de l'homme et de démocratie ne manifeste la volonté de mettre fin à l'impunité qui sévit dans la région et qui est une des sources de l'instabilité pour toute la région des Grands Lacs d'Afrique. Aujourd'hui, la communauté internationale qui exhorte le gouvernement de la RDC à résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques internes qui l'opposent à ses opposants armés par un dialogue intercongolais, doit aussi exiger la même chose au gouvernement rwandais. Il nous faut un dialogue inter-rwandais hautement inclusif pour stabiliser une fois pour toutes la région des Grands Lacs africains. Ma question à moi, au vu de ce que nous avons vu et au vu du nombre de personnes de nationalité espagnole qui ont péri, est-ce que votre pays réclame la justice pour eux? C'est ça ma question. Vous pouvez répondre. D'abord, je voudrais remercier tout le monde de l'invitation parce que c'est une très bonne occasion, très bonne occasion pour se rencontrer ici à Bruxelles. Et sur la question, quand on commençait à faire ce documentaire, on s'est intéressé pour le sujet de Rwanda, c'était tout au début pour les cas de ces 9 personnes espagnoles assassinées à l'Espagne. Et ça a commencé un procès judiciaire à l'Espagne pour poursuite à 40 personnes qui étaient responsables. Mais finalement, oui, la justice s'est arrêtée. C'est arrêté pour des pressions internationales, peut-être pour Kagame et d'autres personnes qui sont arrêtées. Je crois que la justice espagnole a arrêté à Londres à Karanka Keresi. Et Karanka Keresi avait la ley de la femme de Tony Blair qui l'a aidé à stopper la justice. Ça a dit quelque chose de le support qu'il a Paul Kagame. Et après ça, je crois que c'était en 2014, non? 2014 quand s'est arrêté les procès judiciaires et après ça a retourné en 2017. Mais nous, on voudrait bien conter cette histoire parce que pour nous, à parler seulement de la Rwanda sans avoir la perspective de quelque chose de plus prochain, c'était dur, c'est difficile, non? On voudrait raconter cette histoire, mais c'était très, très difficile. Pas seulement pour les médias, pour la justice, est-ce qu'il y avait des organisations humanitaires qui ont perdu 3 à 4 personnes qui ne voudraient pas parler sur ça. On a contacté des personnes qui étaient là-bas à Rupungeri quand les 3 Espagnols s'étaient tués, américains, qui étaient là-bas, qui pourraient parler et ils voudraient parler. Et beaucoup de monde qui avait peur. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était en Espagne, mais il avait peur de parler sur ça. Donc finalement, on a dit, ouais, on va à la Belgique, on va parler avec les gens qui avaient tout ça au Congo. Et c'est quand ils nous sont attirés pour les longues histoires, hein, pas pour les petites histoires. Mais vous savez quelque chose que les 9 personnes qui sont tuées à Rwanda et au Congo, depuis 1994, c'était la première
Joaquim Balmayor. Et après, les coopérants à Rukungeri, et après les trois maristes au Congo, et les prêtres de l'an 2000, Isidro Ufkundo. Toutes ces personnes étaient témoignages des crimes contre les Hutus. Et toutes ces personnes, finalement, l'histoire officielle dit que c'était les Hutus qui a tué ces personnes. C'est là où les trois maristes qui s'étaient tués au Congo. Quand j'ai lu la presse, le moment de 1996 ou 97, la personne qui a parlé avec la presse et qui a raconté l'histoire, et ça, qu'est-ce qui est passé? C'était Karaki Karenzi. C'était la personne qui a ordonné l'assassinat. Qui après, il a venu la presse, il a dit, ah non, c'était des miliciens Hutus qui étaient là et qui sont tués à la personne. Regardez comment c'était la version officielle. Non? Et c'est difficile parce qu'après ce reportage, on voudrait faire encore cette histoire. Et on a parlé de religion, on a parlé avec des journalistes qui étaient là-bas. À ce moment-là, des journalistes espagnols. Ils ne croyaient pas leur histoire. Ils croyaient ça, qu'est-ce que dit l'histoire officielle. Parce qu'ils étaient là-bas, ils étaient à l'hôtel, ils sont sortis avec les FPR. Ils sont beaux. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est les corps, les cadavres. C'est oui, vraiment, sont des Tutsis, sont tous Tutsis. C'est l'autre qui fait ça. Mais ces personnes, jamais sont revenues sur l'histoire pour savoir qu'est-ce qui est passé vraiment. Quand on a le pouvoir, on peut dire ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas ça qu'ils devraient dire. Parce que la réconciliation nationale viendra par la vérité et que tout le monde se sente vraiment protégé au lieu de dire ah non c'est lui alors que ce n'est pas vrai, ah c'est elle alors que ce n'est pas vrai. Ça on n'y arriverait jamais. Et je crois que votre documentaire est très 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 intéressant. Et Dalila l'a dit, elle dit voilà, donc je ne connaissais pas la vérité. Et donc la vérité, même pour ceux qui étaient très petits, ceux qui étaient dans les camps des réfugiés en 94, 95, 96, même ceux qui étaient des petits, ils finiront par connaître la vérité. Et je reste convaincu que même ceux qui sont au Rwanda, qui étaient petits et qui sont endoctrinés aujourd'hui, je reste convaincu qu'un jour, ils connaîtront la vérité.